Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et comme toujours, je suis accompagné de Guy Barrette. Hey Mario, salut, comment ça va? Ça va bien, ça va très très bien. Guy, Oui. J'aime toujours parler de la température, tu m'agaces à ce propos-là. On arrive dans la période... En fait, c'est nos amis belges qu'on salue d'ailleurs, qui m'ont fait la remarque. Mm-hmm. Ben, ils ont raison. Parce que je m'allais justement te dire, c'est la période estivale qui arrive. En tout cas, au Québec, absolument, les gens on en profite parce qu'on vient de passer plusieurs mois. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire nos podcasts et on enregistre en soirée. Puis ce soir, je suis très heureux parce que notre invité, c'est Stéphane Lapointe. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Hey, salut. Stéphane qui a gracieusement accepté de parler avec nous de gouvernance dans Azure. Puis, donc, pour nos auditeurs qui se posent la question, qu'est-ce que c'est ça la gouvernance? On va essayer de tout éclaircir ça dans la prochaine demi-heure. Mais d'abord? C'est ça, d'abord, on commence toujours par une petite vue d'ensemble un peu de ta biographie, de qu'est-ce que tu as fait dans la vie ou qu'est-ce que tu fais. Bon, nous, en tout cas, pour beaucoup de gens, tu es connu dans la communauté ici à Montréal parce que ça fait plusieurs années maintenant que tu t'impliques justement au sein du groupe Azure. Ça fait quoi? 3 ans au moins que tu es impliqué, si c'est pas plus? Ouais, ça doit faire à peu près... je pense j'entame la 5e année, je pense. Ouais. Ah oui, tu vois, le temps passe vite. Et ça t'a amené à un moment donné à avoir une reconnaissance de Microsoft comme MVP, qui veut dire Most Valuable Professional. Ça date aussi d'à peu près la même période, ou un peu moins peut-être. Ouais, ça fait 4 ans que j'ai la reconnaissance. Et en juillet, il y a les nominations pour la 5e... On croise les doigts pour une 5e année. Ouais, ce serait... Mais quand on fait quand on continue d'être actif, absolument, on a la reconnaissance qui continue. C'est lorsqu'on cesse d'être actif ou il y a des fois, il y a des gens qui s'assoient un peu sur leur laurier en disant « Ah, j'ai pas besoin de continuer à produire des contenus. » Puis c'est là qu'ils ont la mauvaise surprise de se rendre compte que c'est pas gratuit, là. C'est pas quelque chose qu'on reçoit automatiquement. Il faut vraiment avoir... C'est une récompense pour les efforts qu'on a fait dans l'année précédente. Exactement. Tu travailles pour ShareGate. Ouais. Puis est-ce que tu peux, juste en 2 temps, 3 mouvements, expliquer un peu aux auditeurs qu'est-ce que c'est ShareGate? Ben, ShareGate, c'est un brand, dans le fond. On a plusieurs produits. Le brand ShareGate est axé sur le côté technologique. Donc, que ça soit dans Office 365, si on veut faire l'administration, les bonnes pratiques avec Teams, les groupes, on a un produit qui s'appelle Apricot qui va faire ça. On a l'outil de migration qui a été super populaire pour ShareGate, qui s'appelle aujourd'hui ShareGate Desktop, donc qui permet de faire la migration de contenu. On a aussi un produit Azure qui est ShareGate Overcast, qui permet de faire du cost management, puis dans le fond de faire la saine gestion de coûts dans Azure. Puis bon, pour la petite histoire, votre produit desktop, c'est celui-là initialement qui était le premier produit que la compagnie qui est derrière ShareGate a fabriqué. On remonte là presque... Non, ça fait pas plus que 10 ans que le produit existe. Ça fait à peu près 10 ans, ouais. Ça fait 10 ans, ouais. Puis vous avez des milliers d'utilisateurs à travers la planète maintenant là, pour ce produit-là. Ah oui, c'est ça. On a dépassé le 25 000 compagnies qui ont utilisé le produit. C'est un produit qui est vraiment... Microsoft l'utilisait pour faire les migrations des clients directement. Donc, ça a été le produit fort qu'on a. Puis c'est ça, là, on commence à diversifier l'offre en même temps. On est de plus en plus présent dans le cloud avec des solutions qu'on espère simplifient la saine gestion des ressources dans le cloud. Tout à fait. Puis,
Et là, aujourd'hui, on veut parler de gouvernance, justement, dans le cloud. Puis, je ne sais pas si c'est une bonne façon de présenter ce sujet, mais l'expérience, puis nous, on l'a vécu, puis je pense que je ne suis pas le seul qui va avoir vécu ça, puis certains de nos auditeurs vont peut-être se reconnaître, c'est que des fois, c'est difficile de prévoir comment ça va te coûter le cloud. C'est-à-dire que tu commences à utiliser quelque chose, puis tout d'un coup, il arrive la fin du mois, puis là, tu te rends compte, hein, comment ça, j'ai 25 $ ou j'ai 30 $ de coût. Heureusement, on ne parle pas de Ou j'ai 30 000 $ de coût. Ouais, c'est ça, on ne parle pas de 30 000 $. En tout cas, dans notre cas, à nous, c'était plus comme des petits montants, mais assez pour juste nous allumer en disant, attention, là, qu'est-ce qu'on comprend pas, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Puis c'est souvent la façon que les gens se sensibilisent aux enjeux de la gouvernance, c'est-à-dire que il y a des sous associés avec tout ce qu'on consomme sur Azure. Puis si on ne fait pas une bonne gouvernance, ça peut monter assez rapidement. Puis c'est un peu aussi ce qui est souvent votre façon à vous de commencer une relation avec un client. Est-ce que je me trompe ou c'est pas quelque chose de réel? Non, ben, je dirais, habituellement, il y a on appelle ça un typical cloud journey, où ce que Ouais. les gens vont vivre habituellement souvent la même expérience pour arriver dans le cloud. On nous promet de l'agilité, on nous promet que ça va coûter moins cher. La réalité, c'est, tout dépendant de l'usage qu'on va en faire, ça peut être à deux tranchants. Souvent, les compagnies vont commencer à faire des preuves de concept, vont faire du lift and shift, prendre leur VM, les amener dans le cloud, se rendre compte que ça fait leur affaire, ils sont contents avec ça, décident d'étendre l'utilisation du cloud, commence à démocratiser aussi l'utilisation des ressources. Donc, l'IT délègue de plus en plus ou laisse la place aux équipes de développement, puis les autres équipes techniques, la chance de pouvoir gérer leurs ressources, les créer pour leur donner une certaine agilité, leur laisser un petit peu de corde, si on veut, un petit peu de lousse. Souvent, ce qui arrive, c'est que là, ils commencent à perdre le contrôle sur la nomenclature pour créer des ressources, les naming conventions, comment catégoriser les ressources, etc., l'organisation. Un des gros facteurs aussi qui va habituellement sonner l'alarme, c'est les coûts. Mm-hmm. Donc, les compagnies vont commencer à réagir parce que ils s'attendaient peut-être à 1 000 $ dans le mois, puis ils se ramassent avec une facture de 2 000, 2 500, ou des fois, c'est des dizaines de milliers de dollars de différence. Donc, tout dépendant de la taille de la compagnie, ça devient super important de rester en contrôle des ressources. Oui, pour le coup, parce que c'est un aspect qui nous touche directement, c'est la carte de crédit à la fin du mois qui est touchée, mais aussi pour le reste, de pouvoir mettre en place des nomenclatures pour les ressources, etc. Donc, toutes ces bonnes pratiques-là, ou comment on veut opérer à l'intérieur d'une compagnie, ça devient super important quand on parle de gouvernance. Et le premier son de cloche, c'est souvent une facture là qui est hors du commun, puis c'est l'élément déclencheur là pour essayer de mettre en place des bonnes pratiques. Ouais, ben des cas où ce qu'on va voir souvent, c'est par exemple là aujourd'hui je vais parler de développeurs parce que souvent c'est ça, mais je veux pas pointer du doigt personne. Ce qui arrive par exemple, c'est au ça qu'on délègue les responsabilités de créer des ressources, de gérer des ressources à un certain groupe de personnes qui peut-être eux leurs intérêts est ailleurs que les bonnes pratiques en partant, ou que le coût, par exemple, on a un bug dans notre application, la performance est moins bonne, c'est facile de dire, je vais prendre une machine qui est 2 fois la grosseur que j'ai, au lieu de corriger le bug que j'ai de performance. Ouais. Mais ça arrive souvent. Puis des fois, on se dit, OK, ça va être... On va juste faire ça cette semaine, le temps qu'on trouve le bug, il arrive d'autres choses, on y revient pas. Mais reste que pendant les 3 semaines du mois, la machine a peut-être coûté le double qu'elle aurait dû coûter. Puis là, ça commence à sonner des sons de cloche quand arrive la fin du mois, la facture sort. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est des exemples qu'on voit couramment. Puis en parlant de développeur, si tu m'offres le choix, tu me dis, Guy, va créer ta VM ou ton environnement dans Azure, puis tu me laisses le choix, je prendrai pas nécessairement par défaut la plus petite VM.
Non, exactement, mais on aime tous rouler en Cadillac, là. Mais c'est la même chose avec le cloud. Souvent, on va y aller avec ce qui m'offre le plus de performance. La partie coût, certaines équipes vont se faire imposer des budgets, d'autres, c'est moins contraint peut-être. Donc, après ça, c'est vraiment la maturité de l'équipe, comment on veut faire la gestion, entre autres, des coûts, etc. Donc, ça peut facilement déraper. Est-ce que d'après ton expérience, est-ce que tu vois que les développeurs dans une équipe sont conscients des choix qu'ils font au niveau des coûts? Pas tout le temps. Habituellement, ils vont... Ça dépend de la maturité des équipes aussi, puis les joueurs qui sont en place, mais la majorité du temps, les gens vont choisir des ressources dans Azure pour parler... ils ont besoin d'une fonctionnalité. Par exemple, ils ont besoin de cache. Ils vont dire, OK, on a besoin de cache, on va prendre Redis, par exemple. Mais introduire Redis dans un environnement, ça a son coût. C'est pas une option. Oui, nous autres, on a besoin d'un système qui est performant, qui a de la cache, mais cette option-là, quand on passe à travers tous les environnements, puis qu'on a 4-5 environnements, puis qu'on se ramasse en production, si on choisit des instances à 50-60$, là, ce choix technologique-là vient automatiquement, va nous coûter au minimum à peu près 300$. Parce que là, il faut faire ça fois tous les environnements. On peut choisir des instances plus petites, mais on va se rattraper en production parce qu'il va falloir, par exemple, de la redondance puis des instances plus grosses. Mais souvent, les gens, ils vont avec les fonctionnalités, prennent pas tout le temps de bien calculer l'impact financier de ces ressources-là. C'est des concerns souvent que les équipes de développement, au moins, eux autres, leur concern, c'est de livrer un feature, que ça fonctionne bien. Le coût, c'est pas le premier réflexe. Parce que traditionnellement, c'était les IT pros, donc ceux qui gèrent l'infrastructure, qui étaient responsables des coûts et non les développeurs. Ils étaient au moins responsables de l'infrastructure. Les développeurs arrivaient avec un besoin. Ça se fait encore, surtout avec DevOps. Habituellement, les personnes de Ops et les développeurs devraient s'asseoir ensemble, voir le besoin, définir les requirements. Puis cet échange-là devrait se faire. L'affaire, c'est que si, par exemple, les développeurs travaillent plus en silo, ils peuvent avoir une expertise réseau qu'ils ont moins, ils peuvent avoir des choses auxquelles ils pensent moins, de la manière de les configurer, et aussi le sizing des ressources qui peut être mal évalué. Puis ça peut mener à des débordements de coûts, ça c'est sûr. Donc, si on essaie de regarder à haut niveau, c'est quoi les grandes préoccupations qu'on doit avoir quand on veut faire de la gouvernance? Est-ce qu'on peut aisément comme identifier des grands domaines d'intérêt? Ce qui va être intéressant quand on va vouloir faire de la gouvernance, c'est dans le fond, on va avoir des requis dans la compagnie. Ça peut être des fois on veut être compliant avec certaines normes. Ça peut être ISO, par exemple. On a besoin d'être ISO 27001, on a besoin d'être PCI compliant, par exemple. Donc, souvent ces certifications-là nous mènent à avoir une certaine rigidité ou de la manière qu'on gère nos ressources. Ça, c'est toujours des normes qu'on se donne à l'interne. Il y a des normes de l'industrie aussi, mais rendu là, l'idée, c'est qu'on se donne un cadre, il y a une manière qu'on veut opérer, on se donne des guidelines, puis après ça, on va se servir de la gouvernance pour les faire respecter. C'est surtout ça, la gouvernance dans Azure, c'est se donner, on se décide d'une manière qu'on veut opérer, puis on va utiliser la gouvernance pour faire respecter ces requis-là, dans le fond, ces choix-là. Puis, est-ce que je me trompe ou est-ce que une grande partie justement de comment on va décider d'opérer va être reliée beaucoup à notre fameux resource group, ou en tout cas notre groupe de ressources dans lequel qui est finalement la subscription avec laquelle on a acheté le service Azure auprès de Microsoft? Dans le fond, il y a plusieurs hiérarchies possibles quand on crée des ressources dans Azure. Il y a la ressource en elle-même. Après ça, on va combiner un ensemble de ressources dans des ressources group. Donc, juste pour un exemple de ressources, qu'est-ce que ça peut être pour nos auditeurs qui se disent de quoi ils parlent les autres une ressource? Là? Ça peut être un site web, ça peut être une VM, ça peut être un virtual network,
dans le fond, un réseau virtuel. Si on pense aux conteneurs, ça peut être Container Instances, par exemple, une base de données SQL. Donc, Azure offre plusieurs services. On va pouvoir créer plusieurs types de ressources ensemble. Et on les met dans un resource group dans le fond. Ça le dit, c'est un regroupement logique de ressources. Une fois qu'on a ce regroupement-là, on peut appliquer plusieurs choses. Ça peut être des permissions, ça peut être des policies, etc. Donc, on peut faire ça au niveau du resource group. On peut faire ça au niveau de la subscription. Et il y a un niveau d'abstraction qui a été introduit par Microsoft peut-être l'année passée. Voilà à peu près 18 mois, je dirais. C'est les management group. Donc, ça, c'est une des choses qui est difficile avec la gouvernance, c'est quand on veut faire ça à l'échelle, at scale, quand on a plusieurs subscriptions, c'est de répéter souvent les mêmes affaires. Donc, j'ai ces permissions-là que je voudrais voir partout. J'ai ces... on va parler d'Azure Policy un petit peu plus tard, mais on a une recette qu'on veut répéter un peu partout. Ce qui était plate avant la venue des management groups, c'est qu'il fallait répéter cette configuration-là sur chacune des subscriptions qu'on voulait l'avoir appliquée. Maintenant, avec le management group, mais comme je disais, c'est un niveau d'abstraction un petit peu plus élevé. Un management group, c'est un regroupement logique de une ou plusieurs subscriptions. OK. Mais pourquoi une entreprise voudrait avoir plusieurs souscriptions? Chacun a ses raisons. Je dirais, nous, dans la manière qu'on le travaille chez SureGate, dans le fond, c'est pour chacun des produits qu'on a, pour chacun des projets qu'on a ou initiatives, si on veut, on découpe toujours ça en 2 subscriptions. La première raison, c'est les coûts. Tout ce qui est pas production peut rentrer dans un offering qui s'appelle DevTest. Puis selon certains, tout dépendant des services qu'on va utiliser, il peut avoir une économie jusqu'à une 30%. Donc c'est vraiment pas à négliger. Si on pense si on utilise des app services, par exemple, pour faire des sites web, ça rentre dans ces cases-là, SQL. Donc, il y a un paquet de services comme ça qu'on va pouvoir sauver jusqu'à 30-35% environ. Donc, si tu as un abonnement MSDN, par exemple, ben ça tombe sous ce créneau-là, c'est-à-dire que tu as un rabais au niveau de tes services d'environ 30%, mais c'est pas destiné à la production. Non, exactement. Donc, il faut en plus que pour accéder à une subscription qui est de type DevTest, qui est pas la même que la subscription MSDN, les crédits qu'on a, mais qui se compare un peu, il faut avoir des accès spéciaux. Il faut avoir une licence MSDN. Il faut que ça serve, comme on disait, à justement des workloads de dev et de test seulement. Ça peut pas être de la production. Puis c'est là qu'entre en jeu la deuxième subscription. C'est qu'on va avoir accès pour tout ce qui est non-production, on va pouvoir utiliser cette subscription-là qui coûte un peu moins cher. Puis pour ce qui est production, on va avoir une autre subscription qui, elle, va être avec le pricing régulier. Là. Puis peut-être que l'entreprise a déjà aussi des ententes au niveau d'Enterprise Agreement, là. Ouais. Donc, c'est peut-être avantageux de créer une souscription là, de production sous ce parapluie-là. Oui, exactement. Nous, c'est ce qu'on a. Habituellement, aussitôt qu'on a une consommation qui commence à être assez importante, on parle de quelques milliers de dollars par mois, Microsoft offre la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un Enterprise Agreement, puis ça permet de payer à l'avance pour de la consommation Azure, puis d'avoir seulement une facture, puis d'avoir un management qui est un peu différent, mais qu'on n'a pas à avoir à répéter puis à mettre notre carte de crédit sur chacune des subscriptions. Donc, c'est un niveau de facturation différent, mais ça nous amène aussi quelque chose qui est un petit peu plus enterprise. Mais souvent, les compagnies, quand elles commencent à maîtriser le cloud, ils vont se créer une première subscription qui va servir souvent à justement évaluer puis tester. Puis là, quand tu es dans ce modèle-là, souvent, tu vas créer tes fameuses règles à la main, en tout cas avec les outils que Microsoft fournissent. Tu commenceras pas tout de suite à dire « je vais utiliser le Resource Manager pour gérer ».
parce que tu n'as pas encore cette maturité-là. Est-ce que je me trompe ou on pourrait, dès le début, dire non, on va prendre Resource Manager parce que tout à l'heure, je vais être capable de pouvoir réappliquer mes règles sur n'importe quelle subscription ou n'importe quelle ressource group? Ben, dans le fond, Azure Resource Manager, ça, c'est la stack qui est disponible maintenant avec Azure, ben depuis des années maintenant. Donc, ça, c'est présent partout. Après, que ce soit les ressources group, les management group, etc. C'est sûr que management group, pour une subscription, ça fait plus ou moins de sens. Mm-hmm. Aussitôt qu'on va en avoir plus qu'une, Microsoft recommande de diviser les management group pour ce qui est des workloads de production, ce qui est des workloads qui est pas production, parce qu'habituellement, ce qui rentre dans la gouvernance, c'est la sécurité. La sécurité va être différente. Ce qu'on va vouloir faire appliquer comme policy, par exemple, on veut peut-être enforcer des tags en production versus non-production. On veut peut-être que ces tags-là soient les mêmes pour tout le monde. On veut, par exemple, qu'il y ait un owner pour chacune des ressources qu'on va créer. On veut peut-être qu'on identifie si c'est un environnement de production ou de staging, etc. Donc, de pouvoir dire que c'est obligatoire, c'est ce genre d'informations-là. C'est des choses qui vont passer avec policy, puis ça, on va pouvoir faire ça avec les management group, avec la subscription ou avec un resource group, par exemple. Parce que là, tu as amené deux autres points d'intérêt, là, c'est-à-dire la sécurité. Donc, j'imagine restreindre les droits des membres de notre équipe, donc ils pourront pas créer n'importe quoi. Puis, tu as amené aussi un deuxième point qui est de comme mettre des politiques là, soit de nommage ou des politiques là, précises. Là. Donc, si on pourrait peut-être parler de ces deux aspects-là. Ouais, la sécurité, on s'en sauve pas. Il faut se faire une tête sur comment on veut sécuriser nos environnements. Ce qui devient intéressant avec la gouvernance, c'est une fois qu'on a décidé quel genre de sécurité on veut pour nos environnements de production, ce qui est pas production, par exemple. Et puis, il n'y a pas nécessairement de meilleure manière de le faire ou non. C'est vraiment selon ce qu'on veut se donner comme liberté à l'interne ou pas, ce qu'on est obligé de respecter comme compliance avec des régulations qu'on a besoin de respecter. Donc, c'est vraiment à chacune des compagnies de trouver un peu le modèle qu'ils veulent travailler. Mais reste qu'on va en venir avec des droits qu'on va vouloir pour certains utilisateurs, pour certains groupes. Si on a plusieurs subscriptions, si on a plusieurs ressources group, tout dépendant du modèle de modélisation qu'on fait, il va falloir répéter ces droits-là à plusieurs endroits. Puis c'est là que, par exemple, que les ressources group, les subscriptions, puis les management group vont devenir intéressants parce qu'au lieu de répéter sur chacune des subscriptions, par exemple, je veux que mon groupe de développeurs ait accès comme reader en production, reader aussi en staging, mais qui soit contributeur, par exemple, dans l'environnement de dev, on va pouvoir modéliser ça, puis avoir une recette qu'on va définir une fois, puis par l'héritage, ça va se propager aux éléments en dessous. On pourrait dire que, par exemple, pour le rôle de développeur, je pourrais limiter la création de app service avec tel type de app service plan. Oui, on peut faire ça. Ça, c'est avec Azure Policy. Donc, de pouvoir créer le droit de pouvoir faire cette opération-là, ça, c'est les permissions, ce qui s'appelle le RBAC, le Role Based Access Control. Donc, j'ai le droit parce que je suis contributeur. Maintenant, quand je suis en train de faire la demande à Azure via le REST API, PowerShell, le portail, etc., sur le control plane d'Azure, il y a ce qui s'appelle le Policy Evaluation. Donc, on va être capable de mettre des politiques en place qui vont être évaluées à chaque appel du REST API pour savoir si on respecte ou pas, si on est conforme ou pas avec ce qu'on a mis en place comme politique. Puis un exemple de politique, mais ça peut être quand je crée un serveur SQL, je veux absolument que l'Advanced Threat Protection soit présent.
quand je crée un storage account, je veux absolument que c'est obligatoire que le transfert HTTPS est activé. Je veux pas avoir de transfert qui est pas HTTP. Ou, on peut parler de grosseur de VM. Quand je crée une VM, ben je peux aller, je permets à mes développeurs d'aller dans telle famille, par exemple la famille D. Je veux pas qu'ils dépassent des machines qui ont 8 cores, par exemple. C'est la même chose avec un App Service Plan. On pourrait restreindre. Fait que l'idée, c'est de laisser la liberté aux gens de continuer à pouvoir créer ce qu'ils veulent. On se délimite un carré de sable où on dit ça, c'est des limites, je veux pas que tu dépasses. Donc, ça peut être des tailles ça peut être des familles de VM, ça peut être des tailles de app service, ça peut être des configurations pour la sécurité, par exemple. On veut s'assurer que on laisse les gens créer les ressources, mais on veut qu'ils respectent les normes de sécurité qu'on s'est données ou qu'on se fait imposer par des régulations. Donc, tout ça, on peut tout réussir à faire ça avec Azure Policy. Mais comment on apprend parce que là, tu sais, je t'écoute, je vais dire, c'est vrai, c'est un bon exemple. Ah oui, ça, c'est un bon exemple. Mais savoir tous ces cas-là, est-ce que Microsoft, il nous guide quand on est justement dans le Resource Manager pour nous aider ou il faut vraiment aller lire la documentation? En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose ce serait quoi le parcours le plus usuel pour vraiment apprendre à maîtriser toutes ces règles-là de gouvernance? Ben, la première, c'est de bien s'éduquer. La documentation de Microsoft concernant la gouvernance dans Azure est exhaustive. Il y a beaucoup de documentation maintenant comparativement à quand j'ai commencé à regarder ça, peut-être. La différence dans les 2 dernières années est drastique sur la qualité puis la quantité de documentation. Si on pense aux policies, Microsoft va recommander des nomenclatures pour nommer les ressources, vont recommander. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Ils vont parler de tagging, ils vont parler des policies. Comment créer une hiérarchie de management group. Ils vont donner des exemples, ils vont vous dire est-ce que c'est la vérité absolue? Non. Mais si on n'a rien pour partir, puis on se pose des fois la question comment je devrais m'y prendre, puis c'est les premières fois qu'on le fait. Clairement, c'est des outils qui peuvent vraiment beaucoup aider. Après ça, tantôt j'ai donné beaucoup d'exemples de Azure Policy. Microsoft, quand on arrive pour créer des policies, il y en a déjà beaucoup qui existent, qu'on peut prendre, qui sont fournis par la plateforme, qui nous reste juste à dire, OK, par exemple, je veux enforcer des tags. Je veux que mes ressources soient créées dans telle région seulement. Tu sais, un des requis qu'on a chez nous, c'est que nos environnements, tout ce qui n'est pas production, doit être au Canada absolument. Donc, à travers Azure Policy, j'ai pas eu à recréer à tout créer ça from scratch. Il y a une policy. Bon, maintenant ça existe. Je vais être honnête, quand j'ai eu à appliquer cette policy-là, il a fallu que je la crée à bras. Mais maintenant, il y a beaucoup de policies qui existent, dont celle-là, par exemple, des régions. Donc, on est capable de dire, mais pour cette subscription-là, ce resource group-là, peu importe le scope qu'on a besoin de faire appliquer cette policy-là, mes ressources, il faut absolument qu'ils parviennent de telle région. Puis après ça, dans Azure, dans le UI qu'on a, on choisit les régions avec des checkbox. Puis moi, je veux Canada East, Canada Central. Je voudrais East US, par exemple. Je choisis ces 3-là, je fais appliquer. Puis j'ai une policy qui est effective. Fait qu'on sait déjà un petit peu quel genre d'attributs on veut mettre en place. C'est de trouver, et où le bout de code? C'est pas du code, là, c'est la configuration, mais tu donnais l'exemple, il y a une série de templates là, sur lesquels on peut se baser là, pour démarrer. J'imagine que c'est sur GitHub? Il y en a beaucoup qui sont built-in, qui sont directement accessibles dans le portail Azure. Okay. Après, sur GitHub, oui, il y a un repository, un peu comme les ARM templates ont leur Quick Start templates. Les policies, ils ont l'équivalent sur GitHub où Microsoft va mettre les policies built-in, puis en même temps, la communauté peut aussi contribuer, puis ajouter des policies qui souhaitent voir qui veulent partager avec tout le monde puis qui fait du sens pour tout le monde. Ouais.
Donc là, je t'ai entendu, tu nous as parlé que, bon, à quelque part, on va peut-être utiliser les ARM templates pour se simplifier la vie, pour être capable de créer justement nos ressources. On va utiliser des politiques avec les policies pour être capable de justement configurer. Quels sont les autres outils qu'on peut utiliser pour réussir à mettre en place notre gouvernance? Un outil que j'ai découvert, qui a été annoncé à Ignite l'année passée, c'est Azure Resource Graph. Faut voir Azure Resource Graph comme une cache en mémoire qu'Azure a de toutes nos ressources. Puis, comme je disais, quand on a une subscription, on est capable assez bien de faire des requêtes, des queries pour découvrir nos ressources. À une, c'est facile. Aussitôt qu'on tombe à plus qu'une subscription, là, il faut, si on veut avoir le portrait global de notre écosystème, il faut boucler sur chacune de ces subscriptions-là, aller interroger, par exemple, donnez-moi toutes les app service plans, donnez-moi toutes les app service. Je passe à la prochaine subscription, donnez-moi toutes les app service plans, app service, puis je vais faire ça le nombre de fois que j'ai de subscription. Ça, c'est des opérations qui sont pas nécessairement le fun. Quand on pense des fois que il y a quelqu'un qui vient nous taper en arrière de l'épaule puis qui nous dit OK, on vient de recevoir une notification, il y a une vulnérabilité dans telle version d'OS, par exemple, je sais pas, Linux Ubuntu 14.1, mettons. Il y en a combien dans mon parc informatique qui roule Ubuntu 14.1? Là, il faut que je me fasse un script. Que si j'ai pas déjà l'inventaire que moi je tiens à jour vraiment méticuleusement, sinon il faut être capable d'aller query nos ressources Azure puis de faire du discovery comme ça. Ce que Azure Graph nous permet, c'est à un seul endroit, en utilisant un langage de requête, dans le fond, qui est le même que Application Insight, le même que Log Analytics, c'est l'engine qui s'appelle Kusto en arrière. Donc, en ayant le même langage de query, on est capable d'interroger cette énorme cache qui a la valeur de toutes les propriétés de nos ressources, puis qui est mis à jour, aussitôt qu'une ressource est mise à jour dans Azure, habituellement 15 secondes après, c'est présent dans le graph. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment un miroir de toutes nos ressources dans Azure, de la manière qu'ils sont configurées, puis on est capable d'interroger ce graph-là. Un exemple que j'aime bien donner, c'est que je donnais l'exemple tantôt d'un storage account où on veut absolument, notre équipe de sécurité est venue nous voir, ou pour n'importe quelle raison, on se dit OK, à partir de maintenant, je veux absolument que mes storage accounts, quand on y accède, on veut plus y accéder en HTTP, il faut absolument que ce soit HTTPS. Il y a une configuration dans Azure pour pouvoir faire ça. On va dans le portail, dans la configuration, on dit OK, je veux enabler le transport HTTPS, je veux que ça soit activé. Mais comment je fais pour transposer ça dans une policy quand je connais pas nécessairement c'est quoi le nom de la propriété en dessous? Dans le portail, je le vois, mais ça se traduit en quoi au niveau de la propriété dans ARM pour pouvoir transposer ça dans une policy? Ça devient super intéressant là, de dire, OK, je prends une ressource que je suis en train de viser, par exemple, mon storage account qui s'appelle storage 1. Donc, je suis capable avec le graph de dire, je prends l'état actuel de ressource 1, j'envoie ça dans un fichier, je vais dans le portail, je vais faire ma modification pour, par exemple, le basculer en HTTPS only. Je fais un deuxième, j'attends mon 15-20 secondes, je fais un deuxième export de l'état de ma ressource storage 1. Puis là, je suis capable de faire un différentiel entre les deux avec un outil comme Beyond Compare, comme VS Code ou peu importe. Puis là, je vais être capable de voir c'est quelle propriété exactement qui a changé. À partir de là, mais il y a un outil sur GitHub qui est disponible qui permet de prendre une query de ressource graph puis de la transposer directement, puis de faire générer une Azure Policy automatique. Donc, ça devient super intéressant, autant au niveau de discovery, pour pouvoir faire des recherches en quelques secondes quand on maîtrise un peu la syntaxe de ressource graph. On est capable de répondre à des questions comme c'est quoi toutes les outbound IPs de mes app service plans parce que j'ai besoin de faire du IP whitelisting, par exemple, pour mon serveur de base de données. Je donnais l'exemple tantôt de la VM
qu'il faut identifier parce qu'il y a peut-être un risque de sécurité, mais avec Resource Graph, ça prend quelques secondes à faire ce genre de ressources-là. C'est sûr qu'après ça, il faut creuser pour savoir quels critères donner exactement pour trouver la bonne chose, mais les ressources, c'est aussitôt qu'on connaît la représentation dans ARM, on a accès à tout ça dans Resource Graph, puis ça devient assez facile avec le temps de pouvoir les interroger. Puis comme je disais, si on veut même transposer ça dans des policies, parce qu'on se dit, OK, à partir de maintenant, toutes les storage accounts doivent avoir cette propriété-là d'activer, dans le cas-ci de HTTPS. Puis après ça, il nous reste à mettre un effet sur la policy. Mais je vais être audité, par exemple, pour être averti, ou je veux que carrément que ça va bloquer l'appel si ça ne répond pas, si c'est pas conforme à cette policy-là. Donc, Resource Graph, c'est un moyen d'extraire de l'information sur les services Azure qu'on utilise, right? Ouais, si on veut faire du discovery puis de l'inventory management, excusez les anglicismes, mais ça sert surtout à ça. C'est d'avoir un portrait en temps réel ou quasi réel, quand je parlais tantôt d'un délai de 15-20 secondes, de la configuration de nos ressources. Ça fait qu'à partir de là, on peut s'en servir dans plein de sources. Puis ça, est-ce que c'est un UI dans le portail qu'on utilise ou si c'est via un API? C'était via un API depuis peu, vraiment peu, je dirais depuis un peu avant Build. Il y a maintenant un UI qui est en preview, où qu'on peut un query designer, où qu'on est capable de prendre selon le type de ressources, on peut faire du drag and drop un peu. Ils vont nous accompagner un petit peu plus. Mais c'est déjà plus intéressant que de bâtir sa query puis de l'exécuter au command line. C'est comme ça que j'ai commencé l'année passée. Là, c'est au moins plus intuitif. On peut tester puis faire son aller-retour, son back and forth directement dans le portail maintenant pour exécuter les queries. Est-ce qu'il y a des coûts d'associer avec Resource Graph? Non, c'est gratuit. Les autres services que tu as mentionnés tout à l'heure, le Management Groups puis Policy? Non, c'est tout gratuit. Mais la mentalité de Microsoft, c'est surtout, ils donnent ces outils-là de un pour arriver à ce que les gens font une saine gestion puis soient qu'il y ait du succès avec leurs initiatives dans Azure. Donc, c'est tous des outils qui rendent disponibles aux gens pour que les gens aient du succès dans Azure, soient contents, puis qu'ils restent là le plus longtemps possible, dans le fond. Ça fait qu'ils ont tout intérêt à donner ce genre d'outils-là, à bien documenter comment bien faire les choses dans Azure, etc. Ça fait que c'est pour ça qu'on voit depuis comme je parlais d'à peu près 2 ans, mais il y a vraiment un effort incroyable qu'ils ont mis. C'est le jour et la nuit. Est-ce que c'est parfait? Non. Parce que la vitesse qu'Azure avance puis évolue, c'est un train, c'est un TGV, ça. Donc, mais il y a beaucoup de documentation, puis on est capable de s'y retrouver quand même assez bien. La demande est sûrement est venue des entreprises, parce que quand tu as des dizaines, des centaines, des milliers de serveurs, de VM, de services Azure à maintenir, à gérer, là, ça prend des outils. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça prend des outils, puis quand on veut faire du management, de la gouvernance à l'échelle comme ça, à scale, c'est là qu'on va avoir... il y a des choses comme Azure Blueprints qui va pouvoir venir nous aider à établir des recettes pour, par exemple, on veut que nos environnements de production soient toujours de la même manière. On veut, par exemple, qu'il y ait ces permissions-là de base. On veut que par exemple, on veut des ressources group pour nos gens de réseau. On veut des ressources group, on veut un Key Vault par défaut parce qu'on veut utiliser Key Vault pour sécuriser nos informations. Donc, quand on se donne des recettes de base comme ça en entreprise, après ça, un outil comme Blueprint vient faire la colle sur un paquet de concepts qu'on vient de discuter, les policies, les permissions RBAC, déployer des ARM templates automatiques. Puis on est capable d'appliquer ça sur des subscriptions, puis notre recette va être exécutée automatique ou va être déployée si on veut. Donc ça, c'est un nouveau service ou outil qu'on peut utiliser dans Azure. Donc, on avait auparavant, ce que tu as mentionné auparavant, c'est Management Groups, le Resource Graph et les policies. Maintenant, tu introduis le concept de Blueprints.
Ouais, dans le fond, il y a 4 niveaux d'application qu'on veut dans Azure. Habituellement, je l'avais dit un petit peu plus tôt, la ressource, le resource group, subscription management group. Ça c'est les hiérarchies. Sur n'importe quelle de ces hiérarchies-là, on peut appliquer des policies, on peut appliquer des permissions, puis on va déployer nos ressources. Ce qu'Azure Blueprint vient donner là-dedans, c'est qu'on est capable de se donner des recettes. Par exemple, nos environnements de production vont ressembler à ça. Nos environnements non-production vont ressembler à ça. Pour ma division qui s'appelle finance, pour ma division qui s'appelle IT, on a des policies spéciales qu'on veut faire appliquer, on a des permissions spéciales qu'on veut faire appliquer. Donc, en utilisant Blueprint, on est capable de modéliser, si on veut, tous ces requis-là, de se former une recette, ou est-ce qu'on va être capable de réappliquer à l'échelle sur plusieurs subscriptions. Donc, après ça devient super intéressant. Beaucoup de compagnies vont avoir peut-être 2-3 subscriptions. Chez nous, on est rendu à peut-être 30-35 subscriptions. Il y a des compagnies qui en ont des centaines, il y a des compagnies qui en ont des milliers de subscriptions. Donc, quand on arrive à gérer à l'échelle comme ça, on a besoin d'outils qui nous permettent de bien représenter ce qu'on veut configurer, puis de pouvoir le répéter de manière, de manière, de manière répétitive. Oui, parce que la policy, elle, tu l'appliques de façon granulaire, puis le blueprint, c'est comme un assemblage, une recette de policy? Ben, c'est un assemblage. Blueprint, voyez-le comme dans un Azure Blueprint, on peut y définir des policies, on peut créer des ressources group, on peut donner des permissions RBAC, on peut déployer des ARM templates. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans un Azure Blueprint. Puis ça devient, c'est pour ça que je disais, c'est un peu la colle de plein de principes pour pouvoir déployer des subscriptions de manière uniforme. Puis dans une entreprise, c'est qui est le responsable de tout ça, de cette gouvernance? Est-ce que c'est une personne de DevOps? Est-ce que c'est un gestionnaire? Est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe des TI? C'est une super bonne question parce que tout dépendant de la maturité de la compagnie dans le cloud, tout dépendant si le CFO est venu taper sur l'épaule du product owner parce que là, le budget il a été dépassé 10 fois. Je veux dire, à un moment donné, la responsabilité tombe sur la personne qui est la plus connaissante dans Azure, dans le cloud, de pouvoir faire ça. Je dirais par exemple qu'il y a je vois des rôles de plus en plus cloud custodian, t'as des cloud engineers maintenant. Donc il y a vraiment des gens pour qui être concentré puis à travailler uniquement sur des principes cloud, ça reste leur responsabilité à la journée longue. Je dirais que c'est vraiment pas le cas pour la majorité des entreprises. Donc par défaut, j'aurais tendance à dire les personnes IT puis les personnes qui sont peut-être qui lead un petit peu plus les équipes de développement. Parce que pour une très grande entreprise, avoir quelqu'un qui fait ça à temps plein, sans doute peut récupérer son salaire 3, 4, 5 fois. Ah, ben, ça dépend toujours du salaire qu'il gagne. Ça dépend du salaire de la personne. Mais une très grande entreprise. Mais c'est pas rare, juste de rester en contrôle, ça n'a pas de prix. Même quand on parle de très grandes entreprises, c'est pas juste ça, même des moyennes entreprises, on y trouve son compte. On y trouve son compte parce que de toute façon, quelqu'un qui spécialise dans le cloud va pouvoir aider des équipes IT, va pouvoir aider des équipes de développement à peut-être grandir dans le cloud, se bâtir une expertise. Puis cette personne-là va pouvoir garder un focus sur peut-être les coûts, ça peut être la gouvernance, ça peut être de continuer à développer l'expertise pour redistribuer le savoir à travers la compagnie après ça. Donc,
c'est de moins en moins bizarre d'avoir quelqu'un qui fait ça à temps plein maintenant. En tout cas, je sais que moi, ça va faire 3 ans que je suis chez SureGate maintenant. Puis j'ai commencé directement à faire ça. Au début, c'était des responsabilités qui étaient plus essayer de contrôler les coûts, normaliser les environnements, donner des meilleures pratiques dans ce qu'on faisait, d'améliorer la manière qu'on faisait les choses dans le cloud. Mais rapidement, ça peut devenir un rôle à temps plein. Mais chez SureGate, le besoin a été identifié de quelle façon? Parce qu'on voulait avoir un meilleur contrôle des coûts, ou si on voulait tout simplement mettre des bonnes pratiques, ou c'était un ensemble de plusieurs éléments? Ben, je pense que c'était des bonnes pratiques en premier lieu. Mm-hmm. Dans les premiers objectifs que j'ai eu en rentrant chez SureGate, c'était de voir à la réduction des coûts. Il était confortable avec les dépenses qu'il y avait, mais il sentait qu'il y avait que ça pouvait être optimisé, qu'il y avait peut-être un peu de gaspillage. Puis effectivement, c'était le cas, mais c'est le cas dans un paquet d'entreprises. Je parlais du journey typique habituellement, mais quand on a plusieurs équipes de développement ou pas qui touchent au cloud, on va créer des ressources, les gens viennent, partent, il y a des mises à pied, il y a des nouveaux qui rentrent. Donc, c'est comme n'importe quel projet où quand on fait du code, des fois, on n'ose plus toucher à certaines parties parce que tu sais pas si c'est utilisé, tu sais pas qui est responsable de ça. On a perdu le focus un peu. Donc, ça devient facile d'avoir du gaspillage, ça devient facile d'avoir des choses qu'on paye pour, mais qu'on n'utilise peut-être pas à son plein potentiel ou qu'on n'utilise plus du tout. Donc, c'était un autre des facteurs des choses à faire quand je suis rentré où je travaille maintenant. OK. Donc là, je t'écoute, Stéphane. Puis là, je me dis, ouais, c'est vrai, là, faut que je m'implique puis que je maîtrise ça plus. Je commence où? Est-ce que c'est d'aller directement sur le site de Microsoft? Est-ce que c'est un livre qu'il faut lire? C'est quoi le meilleur chemin pour rapidement maîtriser tout ce qu'on a discuté avec toi? Moi, j'aime beaucoup la documentation va très bien faire l'affaire. Si on est plus du type écouter un podcast ou une vidéo, ben il y a beaucoup de Build vient de passer, ça fait pas longtemps. Il y a beaucoup de sessions sur que ce soit le dernier Build ou le dernier Ignite de l'année passée, qui va parler de gouvernance, de policies. C'est toutes des vidéos qui durent à peu près 1 heure. Puis en 1 heure, on est capable de bien approfondir notre knowledge sur qu'est-ce que ce produit-là en particulier, si on parle de policy, les management groups, blueprints, etc. Qu'est-ce que ça fait, comment on peut les utiliser, puis en même temps, se donner des idées sur... parce que là, on parle d'un paquet de services dans Azure, mais ce que tu disais tantôt, c'est OK, comment moi je peux l'utiliser chez nous? C'est quoi les requis que je vais avoir besoin chez nous? On peut se donner des idées à travers ces vidéos-là, on peut se donner des idées aussi à travers ce que je parlais tantôt, le repository sur GitHub pour des policies. Moi, je m'en sers beaucoup pour m'inspirer quand je veux mettre des nouvelles policies en place. Puis si je regarde sur le site web d'Azure, il y a une section, c'est la gouvernance. Là. On va mettre le lien, nous, sur la page web. Ouais, puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que les premières pages, là, c'est un survol un petit peu des concepts, puis ça s'adresse autant aux gens techniques qu'au management. Donc, un gestionnaire a intérêt à lire un petit peu, à s'informer de ce qui est possible à faire, par exemple, dans Azure, puis ensuite avoir des conversations avec son équipe. Oui, dans le fond, ce savoir-là peut rester à haut niveau. Après ça, comment en faire l'implémentation, comment l'appliquer, ça, après ça, les personnes plus techniques peuvent partir. Mais oui, définitivement, d'avoir au moins les connaissances à travers la documentation de gouvernance, qu'est-ce qui est possible de faire, c'est un knowledge à haut niveau qui est super important à avoir. OK. Bon, te remercie beaucoup, Stéphane. J'espère que ça va avoir permis d'éclaircir le sujet auprès de nos auditeurs. Puis, nous, on va vous revoir dans 1 mois, donc on va vous souhaiter bonne programmation. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.